telle que qu'elle nous propose, à l'articulation de ces deux champs de spécialité, le théâtre français de la première modernité et le théâtre antique, dans ses interprétations et ses représentations contemporaines, témoigne en lui-même de sa capacité à circuler d'une époque à une autre, à construire des questionnements nouveaux, à entrer en dialogue avec les chercheurs, capacité qui était déjà pour lui part une des spécificités des travaux de son directeur de thèse, Christian Dieu. C'est en effet donc sous sa direction qu'après un cursus à l'ENS, une agrégation de lettres classiques, Tiphaine a réalisé sa thèse, donc le détour troyen, forme et fonction de la matière troyenne dans le théâtre français des guerres de religion et la fin du règne de Louis XIV, thèse qu'elle a soutenue en 2006 et qui a été publiée chez Champion en 2012. Et donc dans cette thèse, elle explore, que j'évoque ici parce qu'on verra bien comment ça a été le socle des travaux suivants, elle explore la réception du mythe de Troie en France à l'époque moderne et montre comment la matière troyenne permet de traduire, donc je la cite, les pratiques singulières d'un moment marqué par une transformation profonde des modèles culturels et politiques français. On voit donc que, dès ses premiers travaux de chercheuse, Tiphaine cherche à construire une réflexion sur l'articulation entre les époques, ici via la problématique de la réception. Et la suite de ses travaux s'ancre, et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui, dans cette période du théâtre de la première modernité. Dans les premières années qui ont suivi sa thèse et jusqu'à aujourd'hui, elle a ainsi publié donc plusieurs éditions critiques, notamment du théâtre d'Antoine de Montchrétien, ça c'est tout récent d'après ce que j'ai vu, d'Alexandre Hardy, et de nombreux articles au départ aussi sur les poétiques théâtrales du XVIe ou du XVIIe siècle en France et sur les débats qu'elles ont pu susciter. Elle a publié aussi des travaux dans la même période sur les figures tragiques qui ont pu cristalliser ces débats poétiques, on va dire. Donc figures comme Hélène, Clytemnestre, Cassandre, le féminine, Écube ou Médée par exemple. Et donc, elle construit avec d'autres une histoire de ce théâtre, puisqu'elle travaille beaucoup en collaboration, voire en collectif, et que le dialogue entre chercheurs, mais aussi entre chercheurs et archivistes, ou chercheurs et artistes, a toujours été pour elle une source de curiosité, de remise en question, de renouvellement. Or, cette recherche, qui était au départ construite autour de questions proprement poétiques, pourrait-on dire, s'est progressivement ouverte, non seulement à une prise en compte de l'histoire matérielle, sociale et culturelle du théâtre, dont témoigne par exemple le projet sur les registres de la Comédie Française, mais aussi à une approche de la question historique de la performance qui a donné lieu au projet donc Performer l'archive, dont elle nous parlera peut-être à un moment ou à un autre de sa présentation. Donc, l'approche du théâtre de la première modernité se nourrit de son expérience au présent et dans une perspective expérimentale qui relève parfois aussi de la recherche-création, et dans un retour critique qui a donné lieu donc à plusieurs interventions ou articles théoriques sur le dialogue entre les temps. Donc, je m'approche progressivement de notre sujet aujourd'hui. Et parallèlement, avec Christian Bier donc, et Fiona McIntosh, donc à Oxford, Tiphaine a développé, avec la PGRD, les rencontres Oxford-Nanterre autour de l'histoire des mises en scène des textes antiques, qui sont aujourd'hui devenus donc, le projet international Chorus, auquel nombre d'entre nous présents ici ont participé et participent encore. En lien avec ses recherches, donc en fait sur les mises en scène des théâtres antiques, elle a récemment publié un numéro de théâtre public sur les matières antiques sur les scènes contemporaines et achève en ce moment les actes du colloque À quoi sert la tragédie grecque aujourd'hui. Bref, on voit combien la question du comparatisme, qui nous occupe et qui occupe ce séminaire précisément, mais aussi la question de la fécondité d'une multitude d'approches de l'objet théâtre, si on peut parler ainsi, est centrale dans sa recherche, notamment, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, du point de vue du dialogue entre les temps, du point de vue des dramaturgies, du point de vue des méthodologies. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Claire, pour cette présentation qui me fait à moi-même découvrir des aspects de mon travail. Merci aussi beaucoup aux organisateurs du séminaire de m'avoir proposé d'intervenir. Merci en particulier à Marie qui m'a sollicité, Marie Saint-Martin. Parce que cette invitation était vraiment troublante pour moi. Enfin, elle n'est pas du tout évidente. Là, je vais vous parler, aborder mon travail sous un angle assez nouveau pour moi-même. Finalement, vous m'avez invité à revenir à un retour méthodologique sur mon travail depuis ses origines, la thèse, comme tu disais. Et finalement, je vais beaucoup parler de
de ces premiers travaux, en réalité, mais éclairée par tout ce que j'ai fait ensuite et aussi par la question que vous m'avez posée, qui, d'une certaine façon, m'invitait à essayer de formuler quelque chose qui était comme présent sans vraiment être explicite dans mon travail. Et donc, je me suis livrée à l'exercice avec beaucoup de plaisir et il y a une dimension un peu expérimentale aussi. Donc, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je raconte et surtout si on peut appeler ce que je fais du comparatisme, qui est une notion que moi, je ne manipule pas tellement puisque, comme Claire l'a rappelé, moi, je travaille dans le champ des études théâtrales, donc ce n'est pas une notion que j'emploie souvent. Et donc, je ne sais pas si je fais du comparatisme sans le savoir, mais peut-être que vous me le confirmerez ou pas à l'issue de cette intervention. Donc, c'est beaucoup une construction rétrospective que je vais faire là de la méthodologie que j'ai en fait construite de façon très empirique, je pense, comme beaucoup d'entre nous, chercheurs. Et puis, je vais vous présenter donc une étude de cas. Pas vraiment une réflexion générale et théorique sur le comparatisme. Et donc, je vais partir d'un corpus bien spécifique qui est ce théâtre français de la Renaissance, et plus précisément les tragédies de la Renaissance, les tragédies humanistes de la Renaissance, pour mieux encore cerner l'objet dont il sera question. Je crois que je me suis servi des approches anthropologiques du théâtre grec pour penser le théâtre français, puisque c'était ma formation, que c'est de là que j'ai commencé enfin, depuis ces travaux que j'ai commencé à approcher le théâtre comme objet et la performance en général. Les travaux de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Manaquet, de Nicole Laureau, de Florence Dupont, m'ont, je crois, inspiré des questions à poser aux tragédies françaises. Ils ont orienté mon approche de ce théâtre. Et donc, je vais surtout vous parler de tragédies françaises de la Renaissance aujourd'hui. Mais depuis, donc, les questions que j'ai été cambriolée d'une certaine façon chez les anthropologues de la tragédie grecque. Entre les performances de théâtre antique et les performances de la tragédie humaniste française, il y a évidemment d'énormes écarts, et je commence quand même par les formuler grossièrement. Hein. Les premières, les tragédies grecques que vous connaissez tous très bien, en tout cas certains d'entre vous particulièrement bien, se déroulent dans un contexte démocratique, à Athènes, dans le cadre de cérémonies civiques qui rassemblent un large public. Les secondes, les tragédies françaises, se déroulent d'abord dans des cercles extrêmement confidentiels, dans des collèges, dans des châteaux. Ensuite, elles sont parfois jouées par des troupes itinérantes dans des salles qui ne sont pas du tout dédiées au théâtre, devant un public bien plus restreint que celui de la cité, en tout cas à l'échelle de l'espace dont il s'agit de parler ici, puisque le territoire que j'envisage, la France, est évidemment plus vaste que la cité athénienne. Le régime sous lequel ces pièces sont composées est un régime monarchique, vous le savez tous, et les contextes de représentation sont plus éparpillés, plus multiples, autant que le corpus connu, qui est plus vaste et pluriel que celui des tragédies grecques qui nous sont parvenues. Bon, on pourrait encore lister d'autres différences, bien sûr, mais je m'arrête là pour ce point de départ. Donc, il n'est évidemment pas question de superposer la tragédie française et la tragédie grecque, ni de tenir un discours quelconque sur des points communs entre la Grèce et la France, mais plutôt de tenter de construire ce que Détienne appelle un comparatisme heuristique. C'est une expression qu'il emploie dans Comparer l'incomparable. Donc, une comparaison analogique et différentielle qui ne méconnaît pas ses limites, mais qui sert d'impulsion, qui sert d'aiguillon pour poser de nouvelles questions, envisager autrement les problèmes. Et donc, c'est une sorte de stratégie de dépaysement pour renouveler le regard et sortir des habitudes et des acquis de la recherche sur ces objets. En l'occurrence, il s'est agi donc de poser au théâtre français les questions qu'on a posées au théâtre grec, en considérant les Grecs, avec Marcel Détienne, comme d'excellents opérateurs pour penser le théâtre tragique. Comme Détienne l'a fait pour l'écriture et ses effets intellectuels ou pour les lieux du politique, il s'agissait d'en faire un usage expérimental, je lui reprends aussi l'expression, en mettant en regard l'une avec l'autre les configurations de la performance tragique
dans la société athénienne et dans la France de la Renaissance. Ce comparatisme, donc, je mets des guillemets, c'est une forme de méthode de recherche par la confrontation entre deux cas qui répondent, chacun à leur façon, à une même série de questions. Qu'est-ce que la performance tragique? Comment peut-elle interagir avec le contexte dans lequel elle s'inscrit? Que peut-elle produire? À quoi peut-elle servir? Et donc, je vais ici procéder en deux temps. Je vais d'abord poser un certain nombre de points plutôt théoriques en m'interrogeant sur le type de positionnement par rapport au théâtre et par rapport au mythe que cette approche anthropologique du théâtre grec rejoint dans l'étude de la tragédie française. Quel type de rapport au théâtre et quel type de rapport au mythe partagent finalement certaines études sur la tragédie française et ces études sur le théâtre grec. Et puis, dans un deuxième temps, je me livrerai à une analyse d'exemples pour montrer, donc, exemples à l'appui, comment peut fonctionner, enfin comment moi en tout cas, je crois que je me suis servi de ces questions pour tenter d'interpréter des tragédies françaises. Donc j'ai décidé, après de multiples hésitations, de m'attarder vraiment en détail sur un exemple et de parler peut-être d'un deuxième si j'ai le temps. Et donc ce sera voilà, une étude de cas à l'intérieur de l'étude de cas. Mais éventuellement, on pourra envisager d'autres corpus possibles dans la discussion ensuite. Donc, première partie donc, de cette intervention plus théorique. Si je me suis référée aux anthropologues du théâtre grec pour penser la tragédie du XVIe siècle et des débuts du XVIIe siècle, c'est parce que je la pense comme une pratique performative et sociale, pour sortir donc de l'approche philologique ou purement littéraire de ce théâtre qui reste fréquente, même si évidemment il y a plein de chercheurs sur la tragédie française du XVIe siècle qui ont la même approche, et en tout cas qui a longtemps dominé les travaux sur ce théâtre, qui par ailleurs est peu étudié, même s'il l'est davantage depuis une trentaine d'années, et qui est en tout cas infiniment moins canonique que le théâtre du XVIIe siècle, surtout à partir des années 1630. Il s'agit de dépasser la description des formes, l'enquête sur les sources, même si il ne faut pas s'en passer, il n'est pas question de s'en passer, hein, pour poser le problème de l'interaction théâtrale. Donc, essayer de proposer une approche relationnelle de la performance théâtrale, une approche qui suppose donc de poser des questions qui sont assez difficiles à appréhender. Quelles sont les relations entre les spectateurs et la représentation? Quelles sont les relations entre la représentation et son contexte? Quelles sont les relations entre ces corpus et nous aujourd'hui? Donc, en posant ces questions à la tragédie française, je crois que je me suis inscrite, comme d'autres, dans ce qu'on a appelé récemment le tournant relationnel au sein des études littéraires. J'ai découvert qu'il y avait un colloque Fabula sur cette dimension relationnelle de la critique et de la théorie littéraire qu'on a pu appeler un tournant relationnel. Donc là aussi, finalement, cette anthropologie du théâtre grec vient rencontrer, disons, un mouvement général de la critique dans lequel s'inscrivent mes recherches et celles de bien d'autres. Et c'est précisément le programme délicat que se fixait Nicole Laureau dans les premières pages de son essai sur la tragédie grecque, La voix endeuillée. Alors, est-ce que j'arrive à passer d'une diapo à l'autre? Non. Ah si, voilà. Donc je lis ces extraits de Nicole Laureau. La tragédie sera considérée non seulement comme un texte, mais aussi et surtout comme du théâtre, ce qui implique d'entrée de jeu la prise en compte de l'effet exercé sur un public. Cela suppose qu'à un moment ou à un autre, il faudra s'interroger sur la dimension, collective ou singulière, de l'effet tragique, sans pour autant perdre de vue que la réponse à une telle interrogation ressemble toujours beaucoup à une pure construction. Mais aussi parce que c'est à partir de notre actualité et de ces questions que nous interrogeons la tragédie ancienne
effet exercé au présent sur les spectateurs que nous sommes. Nous procéderons donc à un va-et-vient entre les trois termes que sont les textes tragiques, tout à la fois étudiés comme textes et resitués dans leur contexte historique, la réception actuelle de la tragédie et celle ancienne que nous tentons de construire et que peut-être, tout simplement, nous imaginons à partir des textes où elle est supposée s'inscrire en creux. Nicole Laureau dessine ici un programme qui est audacieux, mais qui est aussi inspirant et qui vise à saisir des dimensions humaines qui échappent à la saisie objective, ces fameux effets du théâtre, qui obligent au fond à construire une épistémologie alternative à celle de la science positiviste, une épistémologie des sciences humaines qui donne sa place à l'interprétation, à l'imagination, et qui donc assume une part maîtrisée, consciente, raisonnée, d'anachronisme, une notion chère à Nicole Laureau aussi, et d'invention. Donc c'est le protocole que j'ai tenté de suivre pour étudier la tragédie du XVIe siècle, en partant d'une part des textes, de leurs lettres, de leur logique interne, des images, des figures qu'ils produisent, mais en les mettant en lien avec leur contexte de composition et de réception initiale, en me nourrissant d'autre part de ma propre expérience de spectatrice aujourd'hui pour penser les effets de ce théâtre ancien, en imaginant enfin la façon dont ces performances pouvaient résonner dans les imaginaires et les sensibilités de leurs premiers spectateurs. Des questions donc que j'aborde depuis un point de vue de spécialiste du théâtre, je l'ai déjà dit, et donc depuis une approche dramaturgique des textes qui tient compte du contexte historique et social, mais je ne suis pas une experte de l'anthropologie, ni même de l'histoire matérielle et sociale, même si je me sers de ces outils pour nourrir mes analyses. Donc ce détour par l'anthropologie de la tragédie grecque vient pour moi rejoindre le renouvellement des approches du théâtre de la Renaissance, dont je ne suis pas du tout l'initiatrice. Donc, renouvellement des approches qui, depuis une vingtaine d'années, s'appuie et est caractérisé, je crois, par un double décentrement. Donc là, je parle des études sur le théâtre français de la Renaissance, qui me semblent avoir fait l'objet d'abord d'un décentrement anthropologique dans le rapport à la représentation, par rapport à une approche purement littéraire du théâtre, un décentrement donc qui invite à penser le théâtre comme une performance dont le texte n'est que l'une des traces ou l'un des éléments. Donc dans le domaine du théâtre de la Renaissance, ça n'est pas rien ce décentrement parce qu'il y a eu un débat qui maintenant est dépassé mais qui a été vif autour de la question de savoir si ces tragédies françaises du XVIe siècle avaient été représentées. On en a douté parce qu'on a peu de traces de ces représentations, mais aujourd'hui, il y a un consensus critique appuyé sur des preuves qui ont été aussi trouvées dans des archives pour dire que nombre de ces tragédies ont été représentées et que, en tout cas, la plupart étaient composées dans la perspective de la scène par des auteurs qui en avaient l'expérience en tant que spectateurs, beaucoup assistaient à des spectacles et souvent comme acteurs eux-mêmes dans des performances de collège, puisque vous savez que les jésuites utilisaient beaucoup le théâtre comme formation à l'éloquence notamment. Donc, il n'a pas toujours été de soi de considérer ce théâtre comme une pratique sociale que l'on pourrait appréhender de façon pragmatique en s'interrogeant sur les interactions qui la constituent, sur ses effets et éventuellement ses fonctions. Une pratique sociale qui, en l'occurrence, prend donc la forme d'un événement artistique qui peut parfois primer sur la publication ou la lecture du texte, inscrit dans un contexte, donc, impliquant non seulement, donc cet événement artistique implique non seulement du discours, mais aussi des corps, des imaginaires en relation, une expérience de l'espace et du temps. Ce déplacement anthropologique, ce décentrement, implique de prendre en compte toutes ces dimensions dont le texte est une trace. Donc, appréhender le texte de théâtre comme la trace d'un événement, un événement qui va au-delà de l'événement qu'est en soi
la soirée théâtrale, hein, voilà, il y a une représentation théâtrale, c'est un événement, mais c'est un événement dans un sens plus fort aussi, c'est un événement au sens où ça produit une expérience multiple et hétérogène au sein de ce que Christian Bier a appelé la séance théâtrale comprise donc comme un écosystème de relations. Cet événement, donc, c'est ce qui est à l'horizon des analyses. C'est un horizon, c'est-à-dire évidemment qu'on n'arrivera jamais à retrouver cet événement, mais l'enjeu, disons, des analyses du texte de théâtre que j'essaie de faire, c'est de tenter de retrouver, de réactiver, avec la part de risque interprétatif que cette entreprise comporte, l'événement dont le texte théâtral est la trace et que l'auteur avait en ligne de mire au moment où il a composé le texte. Donc, d'autres chercheurs, bien sûr, ont ouvert la voie à ce type d'approche dans le champ du théâtre français de la Renaissance, et je voudrais quand même citer les études pionnières de Gillian Jandorf, de Raymond Lebègue, de Françoise Charpentier, et plus récemment les travaux de Philip J. Usher, Andrea Frisch ou Emmanuel Buron, parmi d'autres encore. Et puis le deuxième décentrement qui a eu lieu dans le domaine des études sur le théâtre de la Renaissance, c'est un décentrement dramaturgique dans le rapport au texte, par rapport à une approche purement poétique du texte de théâtre. Ne pas lire seulement le théâtre comme le produit de règles poétiques ou d'une expérimentation formelle, mais aussi comme un dispositif qui produit des figures et des scénarios en dialogue avec les codes, les discours, les images qui circulent dans la société ou dans un milieu social plus restreint, à destination d'un public qui a lui-même intégré ces signes et leurs associations signifiantes, n'est pas complètement évident, ou en tout cas n'a pas toujours été évident, en ce qui concerne la tragédie de la Renaissance. Cette approche, elle rencontre une approche, une perspective, disons, théorique, une méthode que Stephen Greenblatt a nommée The New Historicism, qui part de l'idée que l'œuvre d'art est le produit d'une négociation entre des conventions, donc un répertoire de conventions complexes et communs, et l'œuvre elle-même. C'est à partir d'un code commun que l'œuvre négocie et construit son discours singulier, disons. Cette idée, donc je l'ai dit, n'était pas tout à fait une évidence parce qu'on a longtemps lu la tragédie humaniste comme un théâtre littéraire, une expérimentation poétique et rhétorique dans le sillage du mouvement de la Pléiade qui renouvelle la langue française au même moment et dont les membres sont très proches des premiers auteurs tragiques. Les premiers auteurs tragiques sont Ronsard, Baïf, assistent à la représentation de la première tragédie française en alexandrin, qui est la Cléopâtre captive d'Étienne Jodelle en 1553. On a aussi longtemps considéré cette tragédie du XVIe siècle comme pré-classique, donc on l'a évaluée à l'aune de la poétique de la tragédie dite classique, donc la tragédie du XVIIe siècle de Corneille et de Racine, et donc on l'a évaluée à l'aune de cette poétique de l'action, de la vraisemblance, qui est celle de ces tragédies plus tardives, qui en fait ne correspond pas du tout à la dramaturgie humaniste et qui, au fond, la dévalorise. Alors, par exemple, je voudrais vous citer ici Charles Mazouer, qui, dans le théâtre français de la Renaissance, présente le théâtre humaniste français comme un théâtre de parole, dans lequel ce que l'on voit sur la scène, ce ne sont pas les faits, mais leurs récits et leurs conséquences sur les personnages. On y débat sans doute, et on s'y affronte, mais comme sans prise immédiate et nette sur la marche des événements. Compte avant tout la beauté du discours, sa valeur rhétorique ou poétique. Donc, Charles Mazouer insiste sur la valeur, sur l'importance du discours, de la rhétorique et de la poétique et de la valeur poétique de ce discours donc, dans la tragédie de la Renaissance. Et il semble dire que le fait que cette primauté finalement du discours suppose qu'il n'y ait, enfin, est accompagné d'un manque d'action, hein, qui suppose donc qu'il n'y ait pas vraiment de signification. En tout cas, voilà, qu'il n'y ait pas réellement d'articulation de cette forme
au contexte social, mais d'abord une valeur poétique. Donc, ce que je voulais ici essayer de montrer, c'est que c'est d'abord parce qu'elles abordent le théâtre depuis les mêmes présupposés, c'est-à-dire que la tragédie est une performance en dialogue avec le social, que les études des anthropologues du théâtre grec peuvent servir d'embrayeur de questions pour une étude de la tragédie française vue depuis cette double perspective, donc anthropologique et dramaturgique. L'autre point qui me semble faire rapprocher, disons, les études anthropologiques sur le théâtre grec et ces approches de la tragédie française, c'est que c'est la conception du mythe, le rapport au mythe. Mon travail, comme peut-être ceux d'autres chercheurs, hein, se fonde sur une conception des usages possibles du mythe qui rejoint celle qu'ont développée les anthropologues de la Grèce antique à propos du théâtre. En travaillant sur la réception des motifs mythologiques antiques dans la tragédie française, je me suis demandé si on pouvait, comme Nicole Laureau, comme elle le suggère, pardon, pour la tragédie grecque, parier pour le mythe. Parier pour le mythe dans la tragédie française et considérer donc qu'à travers lui, à travers le mythe, sous son couvert, quelque chose du politique était en jeu, quelque chose qui concernait en tout cas le politique ou la collectivité. Parier pour les mythes, écrit donc Nicole Laureau, là précisément où il semble se perdre, hors de lui-même, au sein de formes littéraires ou d'institutions de parole civique comme la comédie, la tragédie ou l'horizon funèbre. Parier inversement que c'est la cité qui parle, la même où le mythe raconte des histoires saugrenues, fort peu politiques, comme celle de la poursuite d'Athéna par Héphaïstos et ce qui s'ensuivit. Guidée par Nicole Laureau, mais aussi par Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet ou Florence Dupont, je me suis demandé de quoi pouvaient parler les actions tragiques, qu'elles soient empruntées, donc dans la tragédie française, qu'elles soient empruntées à la mythologie ou à l'histoire ancienne ou à la Bible, hein, puisque ce sont les trois sources principales de la tragédie française de la Renaissance. Je me suis demandé donc ce qui, à travers elles, à travers ces actions tragiques, se jouait de l'actualité, du rapport au présent du Royaume de France. Cette hypothèse de lecture des tragédies comme mise en forme par le détour du mythe d'enjeux d'actualité, et ici j'entends par mythe quelque chose d'assez large, vous avez compris, c'est aussi l'histoire ancienne ou la Bible éventuellement. Donc cette hypothèse de lecture s'appuie notamment sur les habitudes de lecture allégorique des fables qui ont connu, donc dans la France de la Renaissance et du Moyen Âge, qui ont connu un renouveau net dans le deuxième tiers du XVIe siècle, avec une série d'éditions illustrées des fables antiques, hein, je ne m'arrête pas là-dessus. C'était une pratique fréquente, hein, donc pour les lecteurs suffisamment lettrés, bien sûr, de la France du XVIe siècle, de décoder les fables, d'y chercher un autre sens. Et Guillaume Bochetel, qui est le premier traducteur de l'Écube d'Euripide en français, y fait référence dans sa dédicace au roi, qui est en tête donc de l'édition de sa traduction d'Écube, et il y ajoute même deux autres fonctions du mythe. La coutume des poètes, premiers auteurs et inventeurs de la philosophie, a toujours été de couvrir et cacher sous le voile des fables la vérité des choses qu'ils voulaient enseigner, ou bien mêler le plaisir qu'on a de leur ingénieuse fiction avec bons et profitables documents. Et outre plus, nous donne connaissance de l'avenir, par exemple du passé, et en adversité et affliction, console notre esprit troublé. Donc il y a trois fonctions du mythe que Bochetel évoque ici. Donc d'une part, instruire, et instruire en amusant, on reconnaît évidemment le précepte d'Horace, mais aussi transmettre les leçons de l'histoire. Hein. Le mythe, d'une certaine façon, est comme l'histoire, un magister vitae, un maître pour la vie, nous donne connaissance de l'avenir, par exemple du passé,
et puis consoler dans les troubles. Et en adversité et affliction, console notre esprit troublé. Cette hypothèse de lecture, donc que le mythe signifie au-delà de l'histoire qu'il raconte, suppose aussi chez les spectateurs français la même capacité que celle que Nicole Laureau suppose chez les spectateurs athéniens de décoder la dispositio singulière d'un mythe dans une configuration tragique nouvelle. Leur capacité à être attentifs à l'originalité d'une réélaboration ou d'une réinterprétation. Donc leur habitude de voir les mêmes mythes représentés différemment, reconfigurés. Il me semble que cette habitude allégorique chez les Français du XVIe siècle peut encourager à penser qu'ils avaient cette capacité, puisque le mythe est évidemment insignifiant en lui-même. Il est doté par chaque réactualisation tragique d'un sens nouveau, en lien avec le contexte immédiat de sa création. Une dimension sur laquelle insistent tous les anthropologues, hein, la question n'est pas d'interpréter le mythe, mais bien de comprendre ses usages au sens fort, en analysant ses reconfigurations singulières. Donc, par exemple, ici, Nicole Laureau, dans Les Enfants d'Athéna, le lecteur de mythe doit, pour ne pas simplement répéter le logos grec, refuser de s'enfermer à l'intérieur de ce logos. Il lui faudra s'interroger sur ce qui reste, à savoir la dispositio du discours. Ainsi, se mettant à l'écoute d'une parole, il en expérimentera sur lui-même l'effet, faute d'être ce grec sur qui la parole faisait effet. Lorsqu'on s'interroge sur l'imaginaire civique comme rapport actif au mythe de la cité, écrit-elle encore, lorsqu'on se donne pour objet les circuits que, sur la scène théâtrale, dans l'atelier du céramiste au cimetière officiel, les Athéniens parcouraient en racontant l'histoire d'Érictonios, ce n'est pas à des contenus qu'on s'intéresse. Seul compte alors la multiplicité des réélaborations et des interprétations auxquelles est soumise cette histoire. Et on retrouve la même idée chez Vernant et Vidal-Naquet. Par exemple, dans Édipe et ses mythes, l'effet tragique ne réside pas dans une matière, mais dans la façon de mettre cette matière en forme pour donner le sentiment des contradictions qui déchirent le monde divin, l'univers social et politique, le domaine des valeurs. Donc, je suis partie pour étudier la tragédie française, moi aussi, de cette idée que le mythe, réélaboré et réinterprété dans le dispositif théâtral, peut être un espace de travail sur l'imaginaire social et politique du royaume. De la même façon que Nicole Laureau a mené une enquête sur l'imaginaire civique des Athéniens et établi la porosité entre la tragédie et ses représentations, de même, je me suis intéressée au dialogue entre les figures et scénarios tragiques, d'une part, et l'idéologie de la France de la Renaissance, de l'autre. Donc mes recherches récentes tentent de répondre à toute une série de questions. De quoi les tragédies françaises font-elles l'exploration? De quelles idéologies, de quels imaginaires? Dans quelle mesure les mythes antiques, l'histoire ancienne ou la Bible, c'est-à-dire leurs figures, leurs scénarios, fonctionnent-ils comme les mythes grecs pour le théâtre grec? Peut-on dire qu'à partir de la reprise des histoires et des mythes anciens, la France se forge ces mythes d'une certaine façon, qu'elle y trouve une forme fabuleuse pour une idéologie qui n'a pas de mythe propre? Les rois de France, on le sait, n'ont cessé d'avoir recours à la mythologie pour construire leur image et propager leur idéologie. Je vous cite par exemple cette historienne Arlette Johanna dans Le pouvoir absolu, naissance de l'imaginaire politique de la royauté, qui encourage, comme d'autres historiens spécialistes du XVIe siècle, à tenter d'explorer l'imaginaire politique de l'ancienne France. Et elle dit que c'est une gageure, puisqu'il faut croiser de multiples approches afin de percevoir l'écho que produisent les événements dans les consciences et son inscription dans les sensibilités et les comportements. C'est là l'un des chantiers les plus prometteurs de l'historiographie actuelle. Il me semble que le théâtre, et la tragédie en particulier, peut être un des terrains où on essaye d'approcher cet imaginaire politique et la façon dont il s'inscrit dans les consciences, dans les sensibilités. Alors, je rappelle rapidement le contexte de naissance de la tragédie française. Vous savez que la tragédie donc, naît au XVIe siècle. J'ai parlé de la première tragédie française en 1500, en alexandrin en 1553.
C'est évidemment le siècle de la montée d'une peur eschatologique, peur de la fin du monde, liée notamment à la naissance de la Réforme au début du XVIe siècle et au succès grandissant de ce que les catholiques appellent une hérésie. Puis c'est le siècle de l'éclatement des guerres de religion. Première guerre de religion en 1562, donc quelques années, à peine une dizaine d'années après la représentation de la Cléopâtre captive de Jodelle. Et puis, c'est un moment de très grande instabilité du pouvoir royal, la deuxième moitié du XVIe siècle, puisque, pas vous faire un rappel historique trop long, hein, mais après la mort d'Henri II en 1559, ses fils se succèdent sur le trône, souvent très jeunes, ils meurent très jeunes, et finalement la lignée des Valois, donc cette lignée qui était celle des rois de France, s'éteint parce qu'il n'y a pas de successeur au trône, et donc ça crée une inquiétude aussi très grande. Le pouvoir royal apparaît fragile, et en plus il est bien sûr contesté par les protestants quand il leur est défavorable. Bon. Et par les catholiques quand il devient tolérant, les catholiques zélés quand il devient tolérant envers les protestants. Donc voilà, c'est un moment de grande fragilité, un temps de crise, un temps de mutation qui implique un bouleversement profond des représentations de l'histoire, des représentations du pouvoir politique, de la cohésion du royaume, bref, de ces imaginaires dont il est question. Voilà, et là, c'est évidemment très très rapide hein, comme tableau, mais bon, je voudrais poser ça en tout cas comme préalable à ce que je vais ensuite développer. L'expérience historique que vivent les contemporains de la naissance de la tragédie française et des premières tragédies humanistes est une expérience que Louis Leroy décrit par exemple en ces termes dans son exhortation aux Français pour union et concorde. La France, ma patrie, quelque temps par faction a été tellement affligée que semblait prochaine de ruine ou être disposée à recevoir mutation étrange. La perception de beaucoup des contemporains, c'est que l'effondrement est proche, est possible, ou en tout cas une mutation très profonde. Bref, c'est un temps de crise perçu comme un temps de crise et perçu aussi parce que c'est un temps de guerre civile comme un temps de violence. Et là, je vous cite Denis Crouzet, grand historien des guerres de religion, du tournant de 1560, donc début des guerres de religion en 1562, à l'explosion de 1572, date de la Saint-Barthélemy, l'histoire vécue et racontée est une histoire qui s'appréhende subjectivement dans l'inouï d'un basculement dans l'agression collective. Bon. Ces deux citations, juste pour voilà, illustrer un petit peu l'expérience très singulière du temps qui est celle de ces Français qui assistent aux premières tragédies humanistes. Français peu nombreux à assister à ces spectacles, on y reviendra sans doute. On pourrait donc se demander s'il y a eu un moment historique de la tragédie française, en reprenant l'hypothèse de Vernon et Vidal-Naquet sur la tragédie grecque. En fait, il me semble que la tragédie française, serait née même sans ce contexte. Elle vient après la tragédie italienne, dans un mouvement, c'est l'aboutissement d'un processus de redécouverte des textes antiques. Donc, elle n'est pas née du contexte historique conflictuel. Mais on peut se demander légitimement si ce contexte n'a pas influencé la forme spécifique qu'a pris la tragédie en France. C'est une des questions que je me pose aussi dans mes travaux. Alors, sous quelle forme est-ce que le lien à l'actualité, au contexte, au social, peut se manifester dans ce théâtre? Il y a bien sûr un discours explicite dans la tragédie qui renvoie aux débats du présent, qui sont souvent des débats topiques sur la clémence, par exemple, sur la façon dont doit se comporter un bon gouvernant. La dynamique dramaturgique spécifique à la tragédie, qui repose sur une confrontation de discours et de figures, qui est médiatisée par la parole collective du cœur, s'est nourrie bien sûr des antinomies, des oppositions de valeurs, des oppositions d'idées qui traversent ce moment historique où explosent les désaccords religieux entre les camps, ou les divergences éthiques et politiques au sein des groupes confessionnels eux-mêmes. Mais au-delà de ces controverses, qui sont souvent donc topiques,
qui sont reprises de pièce en pièce et empruntées souvent à des modèles philosophiques ou théâtraux, antiques ou contemporains. Mon hypothèse est que la tragédie travaille aussi plus en profondeur sur les imaginaires politiques, sociaux et sur les représentations de l'histoire, sur les représentations de l'expérience historique présente et ses contradictions, sur les affects qu'elle suscite, à partir de ses outils propres, les outils de la tragédie qui ne sont évidemment, vous l'avez compris, pas seulement textuels, mais aussi iconiques, figuraux. Elle construit des figures, des systèmes de figures qui incarnent et qui concrétisent des enjeux abstraits, qui mêlent affect et représentation collective. Il y a un problème. Dans le partage de ton écran, j'ai l'impression. Ah. Ne voit plus ton écran. Alors, moi, je le vois dans le Zoom, je le vois. C'est ça qui est bizarre. Alors, est-ce que si je change de diapo, vous voyez quelque chose? Non, pas du tout. Ça, c'est un problème que je n'ai jamais rencontré. Ouais. Est-ce qu'il faudrait que je me déconnecte et que je me reconnecte au Zoom, peut-être? Oui, on peut déjà essayer ça. Donc, je repartage. Là, vous voyez quelque chose? Ça... C'est un peu bizarre. Ça. Alors là, voilà, bah alors là, ça marche, j'ai l'impression. Bon, là, c'est pas de votre faute. Donc, la tragédie ne représente pas le réel, mais elle l'explore, je crois, bon, c'est mon hypothèse, hein, ce qui, dans les représentations et les consciences, manque de netteté, soulève l'inquiétude, ce qui est en mutation, ce qui est rendu instable. Elle donne au fond forme à l'informe en utilisant le mythe ou l'histoire. Elle travaille avec ces images vivantes et présentes sur ce qui, sans nécessairement se présenter à la présenter à la conscience une représentation claire, une image claire, ce qui donc, malgré tout, est là, bouillonne dans les esprits. Elle travaille sur les points d'achoppement, sur les zones floues. Voilà, je vais essayer de vous le montrer à travers mes exemples. Donc, la tragédie française du XVIe siècle, c'est ce que je soutiens, s'est façonnée au contact de l'histoire, en proposant à ses lecteurs et à ses spectateurs une forme de médiation, en figure et en acte, face à l'expérience inédite et déchirante qu'ils vivaient. La méthode que j'essaie de suivre et que je vais vous présenter à travers un exemple au moins, c'est qu'en analysant des tragédies, le traitement des figures et des scénarios hérités du mythe, de l'histoire ou de la Bible, on peut repérer des lieux communs, des reprises, des influences, des inspirations. Et il s'agit de les repérer. Mais on peut aussi identifier des écarts, des étrangetés, des singularités. Et c'est un peu le même principe que ce que fait Florence Dupont à partir des Lectes quand elle identifie une bizarrerie dans le meurtre de Clytemnestre par Oreste, par exemple. Et donc, c'est en cherchant à éclairer ces originalités ou ces irrégularités de la dramaturgie, en trouver la cohérence au sein du système dramaturgique, qu'on peut établir des liens entre les choix des auteurs, puisque ce sont des choix, puisque ce sont des irrégularités, et l'actualité dans laquelle s'inscrivent ces tragédies. Parce qu'on est dans un cas différent de la tragédie grecque avec la tragédie française. Bonjour. Donc, sauf dans certains cas spécifiques, des tragédies militantes, par exemple, à sujet biblique pendant les guerres de religion, ou des tragédies qui explicitent le lien entre les guerres civiles romaines et les guerres de religion. C'est le cas des tragédies de Robert Garnier, de certaines tragédies de Robert Garnier en tout cas, ou dans des pièces d'actualité, parce qu'il y a des tragédies qui puisent leur sujet dans l'actualité, sur la mort du roi Henri IV, sur la mort du duc de Guise, etc. Donc là, évidemment, le lien est évident avec l'actualité. Mais dans la plupart des tragédies, le présupposé n'est pas que la tragédie française, quand elle met en scène Cléopâtre ou Médée, évoque le royaume de France, travaille sur l'actualité. Il n'y a souvent aucune évidence de ce lien entre le dispositif tragique et l'histoire réelle, la vie politique, les idéologies ou les imaginaires.
ou en tout cas, ce lien n'a pas toujours été jugé évident par la critique. Donc, pour illustrer une façon particulière, et il y en a beaucoup de différentes, hein, dont la tragédie peut mettre en jeu l'actualité, je vais m'attarder sur un exemple. Une tragédie composée en 1563, donc juste un an après le déclenchement des guerres de religion, 10 ans après la représentation de la première tragédie française, à partir d'un sujet antique qui n'a jamais été traité par les tragiques, hein. Donc, c'est une invention de sujet pour le théâtre. Et cette tragédie, c'est... Ah oui, alors là, j'avais les exemples, pardon, de tragédies dont le lien avec l'actualité politique est tout à fait explicite. Mais donc, la tragédie dont je veux vous parler, c'est Achille de Nicolas Filleul. Donc, une tragédie qui a été publiée à Paris en 1563 et jouée publiquement. Et là, c'est merveilleux parce que c'est écrit sur le frontispice, enfin, sur la couverture de la pièce publiée, de l'édition de la pièce, qui est évidemment très rare au XVIe siècle. Donc, on sait qu'elle a été jouée publiquement au Collège d'Harcourt le 21 décembre 1563. Et si j'ai le temps, je comparerai rapidement le traitement de la figure des cubes dans cette tragédie et dans la Troade de Robert Garnier, qui date de 1579, qui est une pièce plus connue que la tragédie de Filleul, et qui, elle, s'inspire de tragédies antiques, réécrit des tragédies antiques, contrairement donc à ce que fait Nicolas Filleul. Si j'ai le temps de faire cette comparaison, donc ce qui m'intéresse, c'est d'illustrer la façon dont une même figure peut prendre des significations très différentes en fonction du dispositif dans lequel elle s'inscrit et du contexte historique dans lequel ces pièces sont composées. Alors, j'en viens à Achille de Nicolas Filleul. En 1563, donc la première guerre de religion vient de s'achever. Elle a commencé en 1562, elle a duré un an. Et un premier édit de paix a été promulgué, puisque les guerres de religion, vous savez, c'est une série de guerres, en fait, qui se terminent toutes par un édit de paix qui est rompu quelques années plus tard. Le dernier, c'est l'édit de Nantes en 1598, mais il y en a eu plein d'autres avant. Et donc, le premier édit de paix, qui met fin donc à la première guerre de religion, est promulgué à Amboise en mars 1563. La tragédie est jouée en décembre, vous l'avez vu, donc c'est juste avant. Et cet édit qui est publié à Rouen, qui est en Normandie, et Nicolas Filleul est normand, comme c'est écrit sur la couverture, cet édit est une injonction à l'oubli des dissensions, donc, comme vont l'être tous les édits qui vont se succéder ensuite, et une exhortation à l'amitié entre concitoyens. Et je voudrais vous lire cet édit pour ensuite voir comment la tragédie, à mon avis, travaille sur ce discours d'actualité. Avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaît, que toutes injures et offenses que l'iniquité du temps et les occasions qui sont survenues ont pu faire naître entre nos dits sujets et toutes autres choses passées et causées de ces présents tumultes, demeureront éteintes comme mortes, ensevelies et non advenues. Défendant très étroitement, sur peine de la vie, à tous nos dits sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, qu'ils n'aient à s'attacher, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, disputer, quereller, ni contester ensemble du fait de la religion, offenser ni outrager de fait ni de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. L'idéologie du royaume, donc, ici, apparaît proche de l'idéologie de la cité, telle que Nicole Laureau la présente quand elle écrit. Par idéologie de la cité, j'entends essentiellement l'idée que la cité doit être, et donc par définition est, une et en paix avec elle-même. Ici, le royaume de France doit être un et en paix avec lui-même. Donc j'aimerais essayer de vous montrer comment on peut voir dans cette tragédie française, Achille de Nicolas Filleul, comme dans les tragédies grecques, un travail sur l'idéologie de la concorde que le roi cherche à diffuser. Sur ces contradictions, les contradictions de cette idéologie, ses complexités, les conflits que cette injonction royale cherche à faire oublier. Parce qu'on peut voir dans Achille, je crois, une dimension antipolitique, toujours au sens de Nicole Laureau,
en tant qu'elle révèle cette tragédie et qu'elle incarne, je cite Nicole Laureau, le conflit, le caractère par définition conflictuel du politique, que l'idéologie, en tant que formation imaginaire qui confond le fait et l'idéal, masque ou évacue. Et en m'intéressant à ces enjeux idéologiques de la dramaturgie tragique, je voudrais aussi réfléchir au fonctionnement théâtral de ces performances, à la théâtralité singulière de ces premières tragédies françaises, dont je vous ai rappelé qu'on les avait souvent lues à travers le prisme de la tragédie régulière du XVIIe siècle. Donc il s'agit de tenter d'appréhender l'effet de ces tragédies en saisissant non seulement ce qu'elles signifient, mais aussi la façon dont elles signifient, à travers un dispositif théâtral qui n'est pas centré sur une action vraisemblable, mais qui s'appuie notamment sur des figures éloquentes, des images vivantes paradoxales qui incarnent les contradictions que l'idéologie vient nier. Or, cette interprétation, en lien avec l'idéologie royale, qui s'inspire en les adaptant donc du type d'analyse que ont pu produire Nicole Laureau ou Florence Dupont, par exemple, sur la tragédie grecque, s'inscrit en contradiction avec les approches antérieures de cette tragédie. Je vous montre un petit peu ce que les... Donc c'est une tragédie qui n'a pas été énormément étudiée, même si elle a été davantage très très récemment. Mais il y a quelques chercheurs qui s'y sont intéressés. Alors d'abord Elliot Forsyth, dans cet ouvrage qui date de 1962, qui est un peu ancien, qui porte sur le thème de la vengeance dans la tragédie française. Et donc, il évoque la pièce de Nicolas Filleul parce que la pièce de Nicolas Filleul met en scène deux vengeances. Nicolas Filleul a aussi commis un Achille, tragédie sans valeur en elle-même, mais dans laquelle la vengeance est un des thèmes directeurs. Et en effet, Achille raconte la mort d'Achille, épisode qui est peut-être clair pour certains d'entre vous, mais que je vais quand même rappeler. Il y a plusieurs versions de la mort d'Achille. Celle qui intéresse Nicolas Filleul, c'est celle qu'il puise chez Darès. Darès, qui est un supposé témoin oculaire de la guerre de Troie. Ce sont des textes apocryphes avec Dictys. Voilà, ce sont des textes qui ont été publiés donc, dans ces récits inédits sur la guerre de Troie, donc deux témoignages oculaires supposés de deux soldats qui ont participé à la guerre de Troie. Et c'est un texte qui est considéré comme très fiable au XVIe siècle. C'est celui qui sert de source à beaucoup de tragédies. Bon, je ne m'arrête pas trop longtemps là-dessus. Et donc, il trouve cette version de la mort d'Achille. Achille meurt, tué par Hécube, ou enfin, à l'initiative d'Hécube, après qu'il est tombé amoureux de Polyxène. Donc, au moment où Achille, après avoir tué Hector, rend le corps d'Hector à Priam, Achille tombe amoureux de Polyxène, la sœur d'Hector, et veut l'épouser. Et les Troyens font semblant d'accepter de marier Polyxène à Achille pour en profiter pour le tuer dans le temple où il est venu épouser Polyxène. C'est cette histoire que raconte la tragédie Achille et le cadre chronologique que Filleul choisit permet de faire se succéder deux vengeances. D'abord la vengeance d'Achille qui tue Hector, puis la vengeance d'Hécube qui tue Achille. Donc il y a bien un engrenage de vengeance, un enchaînement de vengeance. Dans les trois premiers actes, Achille se venge de la mort de Patrocle en tuant Hector. Dans les deux derniers actes, Hécube venge la mort d'Hector en faisant tuer Achille au moment où il vient épouser Polyxène. Voilà, c'est la structure de la pièce. Donc, Elliot Forsyth s'intéresse à ce motif de la vengeance, mais il trouve que la tragédie n'a pas de valeur en elle-même. Et surtout, il ajoute: l'Achille nous met donc en présence pour la première fois d'une série de vengeances en cascade, les unes déclenchant les autres. Néanmoins, la conception de la vengeance y reste figée et livresque. Rien ne porte à croire que l'action de la pièce soit inspirée par les événements contemporains. Et il est évident que l'auteur s'est contenté de composer une tragédie à l'antique sans se référer à son expérience personnelle. Autre discours sur cette tragédie, donc dans l'introduction par Françoise Joukowski à l'édition d'autres pièces et textes de Filleul, donc les théâtres de Gaillon.
Françoise Dukowski écrit donc la comparaison avec des œuvres telles que la tragédie de Filleul permet de mieux apprécier l'originalité de Garnier, qui a multiplié les allusions à l'actualité. Donc, elle établit une différence, une distinction entre Filleul et Garnier, Garnier ayant multiplié les allusions à l'actualité, mais pas Filleul, donc. Et puis Garnier a aussi varié l'action, etc., fouillé les caractères, donc a fait un meilleur théâtre. Cette tragédie, écrit-elle, est caractérisée par un manque de progression dans l'intrigue, par une psychologie sommaire et par un abus du lieu commun qui alourdit l'action. Donc, elle lit, c'est un exemple de lecture de cette tragédie à l'aune d'une dramaturgie, de critères qui sont ceux qui sont valables pour la tragédie du XVIIe siècle, mais pas en fait pour ces tragédies-là. Bon. Et puis, dernier. Ah, non, je n'ai pas de dernier, je l'ai oublié. Donc, je vous cite, j'évoque aussi Enea Balmas, qui est l'éditeur du texte. C'est la seule édition du texte de Filleul moderne qu'on ait, est due à Enea Balmas. Et dans son introduction, il fait un lien entre le thème de la vengeance et un événement récent, un meurtre qui a eu lieu entre nobles. Il fait une lecture à clé, en fait, de la pièce, mais il ajoute que, en fait, ce motif politique est un pur agrément. Et qu'au fond, il n'y a pas de discours autre de la pièce sur l'actualité. Donc, ce que je vais essayer de proposer, c'est donc une lecture qui va à l'inverse et qui montre comment il y a un lien en fait avec l'actualité, mais qui passe par cette idéologie de la concorde. Bon. Donc, Filleul trouve dans la tragédie un enchaînement de deux vengeances. Et donc, ça lui permet de construire une tragédie autour d'un engrenage qui fait succéder la violence à la violence. Et donc, le dispositif tragique présente donc un cycle de violence et l'échec de la paix. Puisque entre les deux actes vengeurs, donc la vengeance d'Achille, la vengeance de Hécube, entre ces deux actes vengeurs, dans la pièce, donc entre l'acte 3 et 4, plus ou moins au centre de la pièce, s'ouvre la possibilité de mettre fin à ce cycle infernal, de mettre fin à la guerre de Troie, de mettre fin à la violence. Achille tombe amoureux de Polyxène dans l'entracte, il y a une ellipse, et il veut l'épouser. L'hypothèse de la paix est donc mise sur la table et c'est aux Troyens de réagir. Au début de l'acte 4, donc, on voit à la fois la réaction des Troyens, Priam et Hécube, face à cette proposition d'Achille, et puis une scène où Achille est dans un champ, seul, et où il devient pacifiste. C'est une de ces figures paradoxales que j'évoquais tout à l'heure, qui suit une autre figure paradoxale qui est apparue dans la scène précédente, où Hécube, qui est le paradigme de la victime tragique, est apparu comme une furie vengeresse. Évidemment, c'est une image d'Hécube qui vient de l'Hécube d'Euripide, mais ce qui m'intéresse, c'est que ces deux figures, même si elles sont héritées évidemment de la tradition, conjoignent toutes les deux caractères tout à fait paradoxaux. D'une part, le guerrier qui devient pacifiste, d'autre part, la victime qui devient vengeresse. Cette métamorphose du guerrier épique en berger amoureux, il est dans un champ, donc on est dans un univers pastoral, est figurée dans une scène du 4e acte où Achille jette son épée et substitue, dit-il, alors, comment est-ce que je peux... Ah, voilà. Ah oui, bon. Et substitue donc l'olive, symbole de... non, oui, symbole de la paix, donc, à la palme, symbole de la guerre. Donc, jetons ce fer, banni du bon siècle ancien. Et plus loin, j'effeuille dans ce champ, Hercule, ton peuplier, j'effeuille, Jupiter, ton beau chêne guerrier, et ce aujourd'hui, je change à la palme l'olive. Le paradoxe de cette tirade apparaît
clairement, si on compare cet Achille à celui que décrit Horace dans son art poétique, hein, dans son Épitropison, si tu décris un Achille honoré du grand Homère en son style doré, fais-le hardi, ireux, inexorable, impétueux, âpre et insupérable, à toute loi n'ayant obéissance, tout usurpant par armes et puissances. Cette mue du corps guerrier en corps amoureux et pacifiste incarne, me semble-t-il, concrètement sur le plateau, l'idéal hypothétique d'une transition radicale de la guerre à la paix, d'une fin du conflit sans aucun reste, avec oubli total du passé. Et donc, il me semble que de même qu'Oreste est analysé par Florence Dupont comme, je la cite, l'hyperbole, une hyperbole de cette rhétorique du sang élaborée parallèlement à l'homicide juridique, on pourrait voir dans Achille une incarnation hyperbolique de l'idéologie de l'oubli. Et Filleul explore cette hypothèse de l'oubli, les conflits qu'elle induit au sein des individus, conflits intérieurs, et puis les conflits qu'elle induit entre les individus, dissensus au sein de la société, à travers deux trajectoires successives dans la pièce. Celle d'Achille, qui passe de la soif de vengeance au désir de paix entre l'acte 1 et l'acte 4. Je vais revenir sur les étapes de cette trajectoire d'Achille avant qu'il devienne cette incarnation de l'idéologie de la paix et de la concorde. Et puis la trajectoire des Troyens, donc, qui, à partir de l'acte 4, à partir du moment où on leur a proposé la paix, Priam et Écube, se divisent en réaction donc à cette proposition. Priam est pour accepter le mariage proposé par Achille et donc la paix pour son peuple, et Écube, elle, est contre. À travers ces deux lignes narratives qui se déploient dans deux espaces simultanés et juxtaposés sur le plateau, puisqu'on est dans un moment où on a des décors simultanés encore sur la scène. Donc on voit le camp des Grecs et le camp des Troyens en même temps sur le plateau. Le dramaturge figure la tension, je crois, entre d'une part l'approche politique de la paix, qui est incarnée par Priam. Le roi de Troie est prêt donc à marier sa fille à l'ennemi pour le bien de son peuple, et il fait de la paix un bien commun, supérieur, qui suppose de faire des compromis. Et d'autre part, des approches qu'on pourrait qualifier avec Nicole Laureau d'antipolitiques, ces approches qui donc sont celles des individus qui sont traversés par des affects qui résistent à la rationalité politique. Et évidemment, celle qui l'incarne le plus, c'est Écube, avec son désir de vengeance, qui apparaît comme le négatif de l'oubli. Vouloir se venger, c'est refuser d'oublier les crimes commis et d'oublier le deuil. Donc, c'est l'envers de la logique prônée par l'édit d'Amboise. Mais donc, Écube, la réaction d'Écube, qui refuse d'oublier, incarne cette logique antipolitique, mais on va voir que Achille aussi exemplifie d'une certaine façon cette complexité à travers le trajet qu'il accomplit depuis la rancœur et le désir de venger Patrocle jusqu'au renoncement à la haine de l'ennemi. Alors, je reviens sur cette trajectoire d'Achille qui se compose de quatre étapes qui mènent de la haine pour l'ennemi à l'amour. Alors, dès la première scène, dans la première scène, en fait, on a une apparition de l'ombre de Patrocle, très fréquent dans la tragédie de la Renaissance, comme dans la tragédie de Sénèque. Donc, Achille dialogue avec l'ombre de Patrocle et il affirme son désir de vengeance. Il se faut bien venger de celui qui d'Achille fit Patrocle étranger. Et Patrocle essaye de le convaincre de renoncer à cette logique violente. Laisse, tandis Achille, laisse en paix nos peuples désastrés, las, s'il en fut jamais. Mais Achille ne se laisse pas convaincre, et en particulier quand il est à nouveau séparé de Patrocle, quand l'ombre s'en va, il ressent à nouveau la douleur, le deuil de la séparation, et il décide de se venger violemment. Je leur consacre, donc, il parle des demi-dieux, bannissant la pitié, à l'horreur et à eux et à l'inimitié, Hector, Troie, son roi, leurs maisons et leurs temples, je consacre aux fureurs à jamais un exemple duquel, au temps présent et au temps à venir, se puissent nos neveux à jamais souvenir. Donc, dans cette première scène, Achille ne se laisse pas convaincre par la logique de la paix qui est
prônée par son ami Patrocle. Deuxième étape, au moment où il tue Hector, au moment où il se retrouve face à Hector à demi-mort, qui lui demande la clémence au nom de l'amitié, c'est un mot important, qui lie leurs parents. Le soldat donc raconte les propos qu'Hector a tenus face à Achille au moment où il allait mourir. De nos aïeux parents, n'oublie l'amitié. Prends surtout mon Priam et mon fils à pitié. Tu as encore à l'un ton Pélée semblable, et ton pire mollet pleure encore à ta table. Ne pouvant remuer, mi-mort, il languissait. Achille, d'autre part, son cœur amollissait quand il vit son baudrier, le Styrien ouvrage, à Patrocle volé, qui, au sang, l'encourage. Il répond, « C'est raison que ma main tu échappes, portant de mon ami la dépouille en écharpe, et tu pourras, Hector, triompher de mon cœur qui te vantes encore de Patrocle vainqueur. » Dedans sa gorge, a donc, furieux, il abreuve jusque à la poignée un envenimé glaive. Hector, fermant les yeux, dessus l'herbe étendue, avec le sang pourpré, a la vie a épandu. Et puis Achille le fait tourner autour des murailles de Troie, vous connaissez l'histoire. Donc, un instant, Achille s'est laissé convaincre par la logique de l'amitié que lui propose Hector et par cette empathie, cette pitié qu'il lui suggère. Son cœur amollissait, écrit Filleul, mais il a été repris en voyant donc ses armes volées à Patrocle. Il a été repris par la logique de la violence, par la logique de la vengeance. Et donc c'est un nouvel échec d'une certaine façon de la logique de la paix et de l'oubli auquel il va se convertir finalement donc quand il va rencontrer Polyxène. Donc Achille se convertit à l'amour brutalement en voyant Polyxène. Mais il y a une dernière étape, et c'est celle-là qui est peut-être la plus intéressante. Achille est rattrapé par l'oubli et il se voit confronté à un dilemme. Tout d'un coup, il se dit, mais quoi, las, est-ce un dieu, illusion ou songe qui, se jouant de moi, au lété vif me plonge, qu'ainsi je sois de toi, mon Patrocle oublieux. Il est tombé amoureux de Polyxène, mais tout d'un coup, il se rend compte qu'il est en train d'oublier Patrocle. Donc, il est confronté à un dilemme, rester fidèle à Patrocle ou aimer Polyxène. Comment résoudre ce dilemme? Et finalement, il trouve comment rendre compatibles ces deux amours pour Patrocle et pour Polyxène. Il comprend que accepter l'ennemi, ça n'est pas oublier, et il va imaginer des rituels sur la tombe de Patrocle qui lui permettront de conserver la mémoire et de rester fidèle donc à son ami. Repose donc avec les plus heureux esprits, sur ton léger tombeau puissent croître les lys, etc. Et moi, j'y épandrai tous les ans 2 vaisseaux de vin et 2 de lait, j'y tuerai 2 taureaux et 2 moutons cornus frisés de noire laine. Et puis, surtout, il se rend compte que rester fidèle à Patrocle, c'est faire prévaloir la logique qu'ils défendaient et ce qu'ils incarnent tous les deux, c'est-à-dire l'amitié ou l'amour. Et ils décident de rédiger un épitaphe sur le tombeau de Patrocle. Mets dessus ton tombeau, de cette heure on lira ce vers qui de nous deux l'amour témoignera. Ce marbre tient le corps d'une âme fort gentille. Qui fut Sestuie, dis-tu? Ce fut l'ami d'Achille. Donc, la tombe de Patrocle devient un monument à l'amour et à l'amitié. Cet amour et cette amitié, c'est un principe de lien social, un principe d'union qui vaut à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Donc, cette trajectoire d'Achille, de la fureur vengeresse à la paix avec l'ennemi, modélise, me semble-t-il, le dépassement du conflit entre l'oubli de la haine envers l'ennemi et la fidélité aux morts. C'est comme une espèce de dépassement dialectique. Elle fait ainsi apparaître en creux ce conflit
que masque l'exhortation à l'oubli, cette anti-politique donc qu'Achille dépasse en faisant de l'amour le principe régulateur de la vie sociale, en adoptant donc une forme d'idéologie de l'amour. Et cette idéologie de l'amour, c'est précisément celle qui est l'idéologie du Royaume de France en 1563. Je m'arrête une minute là-dessus. Cette valeur, l'amour, l'amitié, qui est très présente dans la pièce, hein, vous l'avez vu, déjà Hector la mobilise pour tenter d'amadouer Achille, en faisant appel à l'amitié entre leurs familles, qui n'est pas non plus, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement connu dans la mythologie, même si en effet, Priam est le frère d'Hésione, qui est l'épouse de Télamon, qui est le frère de Pélée. Donc peut-être que c'est à ça que fait allusion Filleul, mais quand même, je ne crois pas que tous les spectateurs maîtrisaient ce lien. Ça n'est pas souvent évoqué, en tout cas. Donc, l'amitié, hein, c'est vraiment une valeur que Filleul choisit de mettre au cœur de sa pièce. Ça renvoie précisément à l'idéologie politique prônée et mise en place par Catherine de Médicis, qui rompt avec les politiques de rigueur mises en place à l'égard des protestants sous ses prédécesseurs, donc François Ier et Henri II. Elle met en place, et c'est son projet politique avec Michel de l'Hôpital, ce que Denis Crouzet appelle une royauté d'amour, en tentant de rendre au royaume son harmonie et son unité par ce principe, l'amour qui est inspiré du néoplatonisme et de la doctrine de Marcille Ficin, selon laquelle l'amour est le principe organisateur du cosmos. Donc, je vous cite très rapidement Denis Crouzet, qui écrit « Catherine de Médicis, qui est nourrie de théologie néoplatonicienne florentine, elle est évidemment elle-même italienne, hein, vous le savez, la grande philosophie, donc la théologie néoplatonicienne florentine, la grande philosophie du XVIe siècle, fut attachée à transférer dans son royaume qui se délitait sous ses yeux, au risque que la monarchie soit subvertie, ce principe d'unité qu'est l'amour néoplatonicien, qu'elle appela la concorde, l'union des cœurs, contre les passions des hommes, qui, au contraire, défont cette unité. » Donc Achille se rallie à cette idéologie de l'amour et de la concorde sous l'effet de l'amour pour Polyxène. Et puis l'autre chemin que j'évoquais, hein, c'est celui des Troyens, donc le débat entre Priam et Écube, qui ouvre le quatrième acte. Le quatrième acte s'ouvre in medias res, dans le débat, en plein débat entre Priam et Écube, et ça commence comme ça. « Cela est arrêté, plus n'y convient toucher, dit Priam. Et comment ne peux-tu dessus toi retrancher, répond Écube, hein, donc ils sont vraiment dans une opposition très forte. Et dans cette agone, entre le roi et la reine de Troie, entre le père et la mère d'Hector, qui vient de mourir, et de Polyxène, à qui on propose d'épouser son pire ennemi, Filleul oppose donc deux points de vue autour d'une décision politique à prendre. Saisir l'opportunité d'une paix, de compromis proposé par l'ennemi, et c'est ce que veut Priam, ou profiter de son absence de méfiance pour l'assassiner. C'est ce que va choisir Écube. Alors, je vais vite parce que je suis un petit peu en retard, je crois. Donc, Priam développe des arguments où il explique que la paix, c'est le plus riche trésor d'un roi, c'est le plus riche trésor d'un royaume, et c'est l'intérêt du peuple qui doit primer. Alors qu'Écube incarne le refus de tout compromis avec l'ennemi, l'impossible renoncement à la haine et à la vengeance, et elle utilise pour incarner, matérialiser, faire sentir l'horreur que lui inspire le mariage, l'union de sa fille avec celui qui a tué son fils. Elle utilise l'image d'un baiser, du baiser donné par Polyxène. « Ah donc ta fille, ah donc à son cou sautera, baisant la main 100 fois, la main encore teinte des meurtres de ton peuple, ayant devant les yeux l'idole de son sang qui la suit en tout lieu, etc. » Donc, la logique politique de Priam s'oppose ici à une logique qu'on peut qualifier d'antipolitique chez Écube, qui fait entendre cette logique antipolitique la violence affective de l'oubli, ce qu'elle nie de la prégnance du deuil et de la rancœur. Et cette logique est portée par une femme. Le rôle du féminin dans la tragédie française n'est pas éloigné de celui qu'il a dans la tragédie grecque. C'est souvent lui qui incarne l'antipolitique ou le non-politique. Voilà, non politique, je reprends ce terme à Florence Dupont. Donc après, alors ce que fait Écube, c'est qu'elle fait semblant de se rendre à la vie de Priam. « Pardonne-moi, Priam, si l'amour véhément
quelque peu de l'honneur de ma grandeur dément. Pour tout, il me suffit, Priam, il me suffit que tout ce qui se fait, c'est au commun profit. Ô bienheureuse paix, ô paix vraiment heureuse, qui seule peut venger notre perte honteuse. Allaite donc mes enfants, à donc, ô sainte paix, et ce pauvre pays accompagne à jamais. Donc elle fait semblant de se ranger à l'idée de la paix pour mieux mettre en place une ruse et se comparant à une bête sauvage, prend or et cube, prend d'une tigre l'horreur, etc. hein, elle décide de se venger et elle énonce la règle de sa conduite dans une formule répétitive et circulaire qui dit l'enfermement dans ce cycle infernal de la violence qu'elle va relancer. Il faut le sang par un autre sang vengé. Cet acte, caractérisé comme furieux dans la tragédie, est finalement mis en question dans le dénouement de la tragédie. Il n'est pas valorisé par le dénouement de la tragédie, puisqu'il y a un échange dans la dernière scène entre Cassandre et Hécube, où Cassandre dit à Hécube, ô, ironiquement bien sûr, ô venger courageux, pour lequel doit mourir ton peuple détranché et ta ville périr. Cassandre voit les conséquences de ce refus de la paix qui va aboutir à la ruine de Troie. Donc, comme dans l'Électre de Sophocle, tel que l'analyse Nicole Laureau, il semble que la tragédie, à travers la voix de la prophétesse qui sait l'avenir, suggère les dangers que ce refus de l'oubli fait peser sur le royaume. Nicole Laureau écrit, en insistant sur le caractère excessif de ce deuil, que rien ne peut réfréner et qui s'exprime sur le mode du toujours, à Aïe, le texte suggère l'ampleur de la menace que le comportement d'Électre, un comportement explicitement caractérisé par le refus de l'amnistie, fait virtuellement peser sur les valeurs civiques. Il me semble que le comportement d'Hécube est assez proche ici de celui d'Électre. Donc, on peut proposer de cette tragédie de Filleul une lecture authentiquement conflictuelle, comme celle à laquelle invite Nicole Laureau, une lecture authentiquement conflictuelle de la tragédie qui saurait tenir en même temps les deux pôles du politique prescripteur de l'oubli et du deuil ravivant la mémoire. À travers les figures d'Achille, de Priam et d'Hécube, Filleul met en jeu et en conflit ces deux pôles au sein d'une performance qui combine des plaintes pathétiques qui expriment le deuil, des images frappantes qui expriment ces contradictions, des débats philosophiques et des actes sanglants que je ne peux pas tous présenter. Donc, il me semble qu'on peut dire que la tragédie explore ainsi l'envers de l'idéologie de l'oubli, cette idéologie de l'amitié, de la concorde, et qu'elle met en évidence les contradictions qui minent toute représentation unitaire. Loin de plaider nécessairement pour la politique de concorde de Priam, parce qu'on pourrait déduire de cette intervention finale de Cassandre que la tragédie condamne Hécube et plaide en faveur de la politique de concorde, que donc c'est une tragédie qui rejoint finalement l'idéologie de la monarchie. Et on peut discuter de ça, ça reste très ouvert, cette interprétation de la fin, mais il me semble que la tragédie, on met plutôt en évidence les limites d'une politique idéaliste qui oublie cette essence conflictuelle de la vie sociale. Parce que Priam, qui articule sa politique à des valeurs morales et dont, en effet, le choix est plutôt, paraît raisonnable et moral dans la tragédie, malgré tout, Priam échoue à rétablir la paix. Et c'est la ruse pragmatique d'Hécube, qui, elle, s'appuie sur le mensonge, qui parvient à ses fins. Donc c'est sans doute, on pourrait dire que si la tragédie tenait un discours, mais la question est de savoir si elle en tient un, c'est à la recherche d'une voie étroite entre ces deux pôles que la tragédie invite. En tout cas, elle fait apparaître les deux pôles comme tous les deux valables d'un point de vue ou d'un autre. Voilà. Alors, comme il est 19h20, je pense que je ne vais pas développer le deuxième exemple dans la Troade. Très très rapidement, donc on retrouve la même Hécube vengeresse qui vient de l'Hécube d'Euripide dans la Troade chez Garnier. Garnier combine en fait trois tragédies antiques, les deux troyennes d'Euripide et de Sénèque, et puis l'Hécube d'Euripide, pour constituer un dispositif qui repose sur l'accumulation des souffrances. En fait, Hécube est une victime
une victime tragique dès le départ. Elle ouvre la tragédie avec ce monologue qui vient de Sénèque, où elle dit qu'elle est l'exemple du malheur, etc. Elle a déjà perdu son mari, son fils, etc. On est à la fin de la guerre de Troie, elle est prisonnière avec les autres Troyennes, vous le savez. Et Garnier construit un dispositif où vont s'accumuler sur elle encore plus de pertes. Et c'est en combinant les trois tragédies qu'il arrive à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça dans aucune des tragédies sources, mais il construit donc cette tragédie autour d'abord du départ de Cassandre qui part avec Agamemnon, puis on vient chercher Astyanax pour le sacrifier, puis on vient chercher Polyxène qui doit être sacrifié sur le tombeau d'Achille. Donc là, les deuils s'accumulent. Et puis, ultime douleur, on découvre au moment où on emmène, bon, ça c'est les cubes d'Euripide, hein, on emmène, les servantes emmènent le corps de Polyxène pour le laver dans la mer, et là on voit arriver le cadavre d'un autre enfant, Polydore, qui a été assassiné par Polymestor à qui elle l'avait confié, hein. Et là, réaction des cubes, et Cube se venge sauvagement de Polymestor, dont les enfants sont assassinés sous ses yeux dans la tente des Troyennes, parce qu'il se trouve venir au camp à ce moment-là, et donc on assassine ses enfants sous ses yeux, et on lui crève les yeux, et il sort les yeux ensanglantés sur la scène. Et là, il fait appel à la justice d'Agamemnon, qui vient donner son point de vue. Vous connaissez sans doute les cubes d'Euripide. Et Agamemnon, contrairement à ce qui se passe à la fin de la tragédie de Filleul, Agamemnon donne raison à Écube. Donc, je vous cite ces vers. Non, là, c'est quand elle décide de faire du mal à Polymestor. Et donc, Agamemnon s'adresse à Polymestor. Vous tuâtes son fils pour avoir sa richesse, et hors de sa mort, elle est la vengeresse. Vous avez le premier une injure commis, que rester sans guerdon, les grands dieux n'ont permis. Et donc, la tragédie s'achève sur une défense du geste d'Écube, donc geste violent, mais qui est défendu, et sur un espoir, puisque Écube dit, ce sont les derniers vers, ce seul roi, le loyer de ses cruautés porte, ce qui fait toutefois que je me réconforte, et ma lettre d'espoir, que quelques-uns encore pourront être punis, comme Polymestor. Quand Garnier écrit cette tragédie, on est en 1579. Ça fait donc 17 ans, non, 27 ans, 17 ans, pardon, que les guerres de religion ont éclaté. Et surtout, en 1572, il y a eu la Saint-Barthélemy, qui était censée être l'aboutissement de la politique d'amour et de concorde de Catherine de Médicis, qui avait organisé le mariage d'Henri de Navarre, qui allait devenir Henri IV, avec Marguerite de Valois, mariage qui devait unir les catholiques et les protestants. Elle avait fait venir tous les chefs protestants à Paris pour célébrer ce mariage qui était le signe de la paix, qui allait sceller donc la paix et la fin de la guerre. Et vous savez ce qui s'est passé dans la nuit de ce 4 août 1572. Tous les chefs protestants ont été assassinés et ce massacre parisien a déclenché une série de massacres dans tout le royaume. C'est la fin de l'espoir de paix et ça a marqué extrêmement fortement tout le pays. Et donc après 1572, on ne croit plus que ce cycle de violence va s'arrêter. En fait, on est dans un moment où aucun espoir ne semble ne semble se présenter. Et donc, il n'est plus question de problématiser l'injonction à l'oubli comme chez Filleul pour explorer les difficultés de la sortie de la guerre civile. Là, la question, c'est de travailler sur le deuil infini, sur l'expérience de ce désastre qui ne semble avoir aucune issue. Et d'ailleurs, c'est bien la consolation que Garnier fixe comme horizon hein, dans sa dédicace à Renaud de Beaune. Il dit, voilà, je sais que c'est pas très drôle de vous apporter une tragédie dans ce moment qui est déjà tragique, mais peut-être que l'exemple des Troyens pourra nous apporter quelques consolations. Voilà, donc bon, Écube, que représente Écube, que représente ce geste violent d'Écube dans ce contexte? Il me semble que c'est une réaction qui est donc défendue par la tragédie, par Agamemnon ici, parce que c'est une façon de mettre en scène la possibilité d'une inversion
du deuil et de la passivité que suppose le deuil en activité. C'est la possibilité d'agir quand même, de croire quand même dans ce contexte catastrophique. Le dispositif tragique fait entendre la voix d'un deuil que les rituels collectifs ne peuvent pas résorber. Alors là, je passe très vite, mais il y a aussi un passage qui est intéressant. C'est le monologue initial des Cubes qui réécrit donc, enfin, Garnier réécrit le monologue des Cubes dans les Troyennes de Sénèque, mais il modifie de façon, je crois, très significative, notamment un passage. Alors, je vous lis rapidement Sénèque. Mais pourquoi gémis-tu sur les ruines d'une ville détruite? Alors, c'est Écupe qui s'adresse à elle-même. Hein. Mais pourquoi gémis-tu sur les ruines d'une ville détruite, vieillesse qui t'obstine à vivre? Tourne tes regards infortunés vers nos deuils récents. Troie est déjà un malheur ancien. Et comment est-ce que Garnier réécrit ce passage? Mais pourquoi gémis-tu? Pourquoi vas-tu pleurant les ruines de Troie et son feu dévorant? Pourquoi les pleures-tu, lamentable vieillesse? Pense à ta propre perte, à ta propre tristesse. Troie est un deuil public où chacun a sa part, mais pleure ton Priam, vénérable vieillard. Donc, alors que l'écupe de Sénèque organisait sa plainte autour d'une distinction entre les malheurs passés et les malheurs présents de Troie, Garnier, lui, substitue à ce couple malheur ancien, malheur récent, un couple deuil individuel, deuil collectif. La protagoniste tragique veut proférer une plainte individuelle, celle que la collectivité ne peut pas prendre en charge. Si Écupe ne pleure pas la mort de ses proches, personne ne le fera. Et le rituel public, d'une certaine façon, ne prend pas en charge la singularité de chaque perte, l'infinité de chaque deuil singulier. Elle les réunit dans un grand corps commun et surtout, elle leur donne des bornes. Donc, le dispositif hyperbolique de la tragédie qui multiplie les plaintes, etc., hein, et les souffrances, j'ai essayé de vous le dire un peu rapidement, est un moyen de donner à entendre cette singularité du deuil, de la voix qui s'élève au-dessus de la voix collective, au-delà de la norme. Bon, voilà. Ce que je voulais montrer, hein, c'est que Garnier fait de la tragédie un outil cathartique pour le public contemporain, qui est invité à profiter du détour par l'histoire et de la médiation esthétique pour alléger son deuil en pleurant ses propres mots sous feintes étrangères. Ça, c'est un vers d'un sonnet que Garnier écrit à Monsieur de Cissé. Bon. Donc l'idée, c'est de trouver dans ce soulagement en commun qu'est l'expérience du spectacle tragique, les ressources d'une reconstruction collective. Et ce geste final des Cubes, en fait, incarne cette espèce de sursaut que Garnier souhaite finalement au peuple français. Bon, j'ai été vraiment très vite. Je conclus. À travers ces deux exemples, qui ne sont donc, je l'ai dit, que deux cas parmi bien d'autres qui auraient été possibles, j'ai tenté de montrer que les questions et les méthodes qui ont été proposées par les anthropologues de la Grèce antique pour penser la tragédie athénienne peuvent inspirer une approche qui éclaire certains aspects, en tout cas, de la dramaturgie tragique française, en particulier ici pendant les guerres de religion. Comme la tragédie grecque, cette tragédie des guerres de religion travaille sur ce qui déborde, ce qui échappe au cadre de la vie sociale et politique, ce que les institutions collectives, les discours idéologiques ne peuvent pas subsumer, ce qui, de l'individuel et de l'humain, résiste au systématisme, aux régulations, aux limites imposées par la vie en société. Mais à travers le mythe ou l'histoire, elle explore aussi les problématiques d'actualité, les enjeux, les questions, les inquiétudes qui taraudent les esprits, qui circulent, qui bruissent dans les écrits et dans les expériences partagées. Comme la tragédie grecque, et malgré les contextes absolument différents dans lesquels elles sont jouées, la tragédie française se nourrit de son contexte historique, culturel, politique et social pour construire des fictions qui rencontrent une résonance auprès d'un public contemporain, mais aussi peut-être pendant cette seconde moitié du XVIe siècle, qui est largement ensanglantée par les guerres civiles, pour contribuer à donner forme à cette expérience traumatique du présent. Voilà, je m'arrête pour vous laisser peut-être le temps de questions.
Ben, merci beaucoup. Voilà, enfin, c'était euh, extrêmement riche et en fait, ça nous a fait passer, je vais y revenir par plusieurs voilà, idées, plusieurs problématiques en fait successives. Donc, puisque on voit bien en fait, comme dans tes travaux, dans l'ensemble de tes travaux, justement, une évolution, il me semble, du rapport à l'antique. Depuis quelque chose qui serait plutôt justement de la source de l'adaptation, puis tu l'as évoqué aussi, hein, avec des questions qui étaient plus d'ordre poétique au départ, ou des questions qui étaient plus, et donc de théorie, voilà, de théorie poétique, ou justement de réflexion sur les sources, de la manière dont c'est éventuellement d'intertextualité, enfin voilà, enfin, quelque chose qui serait de cet ordre-là. Le fait que là, ce dont tu nous parles aujourd'hui, c'est davantage le fait de réfléchir selon d'autres dynamiques, hein, enfin, il me semble, et donc d'aborder en fait quelque chose qui est de l'ordre du rapprochement, justement, enfin, d'essayer de penser cette comparaison, ce rapprochement, cette circulation, en fait, avec d'autres dynamiques que les dynamiques qui soient de la réception, même si elles peuvent être pensées, elles étaient pensées à travers un anachronisme. C'est-à-dire que de toute façon, on n'est plus, enfin, c'est assez ailleurs ce que tu fais, il me semble. Et avec cette idée que, ce que tu poses dès le départ, que on va utiliser on peut utiliser les outils de l'anthropologie, et notamment de l'anthropologie donc, historique de la Grèce, là, pour se déprendre de représentations du théâtre antique et du théâtre de la Renaissance, donc en fait, comme du théâtre de la Renaissance, comme du théâtre antique. Et tu l'as dit à un moment aussi, c'est venu, tu as parlé du théâtre du XVIIe, mais on peut se dire que ça aide à séparer le théâtre antique comme le théâtre de la Renaissance du théâtre du XVIIe. Quoi. Les deux se retrouvent dans ce même mouvement de déprise, en fait, je ne sais pas si on peut dire ça, à partir voilà, de cet élément écrasant. Alors, en fait, moi, si j'essaye de... Il y a plusieurs questions sur lesquelles je trouve qu'on pourra revenir. On voit un peu. Mais non, bien la voix. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions sur lesquelles, évidemment, puis il y aura d'autres questions. Mais ce qui m'a paru, en fait, justement intéressant, c'est aussi parce que, bon, il se trouve qu'on travaille ensemble par ailleurs, donc on a un dialogue aussi par ailleurs, mais c'est le fait que, du coup, en fait, ce que tu mets en évidence, c'est un dispositif. Tu l'as dit, hein, il y a plusieurs moments où tu emploies ce mot de dispositif, même s'il est appréhendé selon les œuvres de façon différente, mais un dispositif, une relation et une interface. Hein, et que tout ça, ça se développe. Le dispositif, ça peut être dans la séance, hein, pour reprendre le mot de Christian Bier, par exemple, dans la séance voilà, théâtrale. L'interface, ça peut être avec, par exemple, le personnage, hein, ou la figure, enfin, on va dire plutôt, enfin, justement, mais là-dessus, bon, voilà, la figure paradoxale, hein, qui permet cette interface aussi. Ça peut être le mythe, hein, que tu as repris aussi, enfin, le dispositif narratologique du mythe, hein, on va dire, globalement. Et ça peut être aussi, donc, la relation. Enfin voilà, tout ça fait partie de la séance, mais la relation avec aussi le spectateur et donc le système historique dans lequel il se trouve, quoi. Et donc en fait, du coup, je me dis, on a donc ce que tu fais émerger finalement en te servant de ces outils-là, mais que ce que tu fais émerger, c'est quelque chose de l'ordre. Enfin, je sais pas, c'est une question. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre d'un modèle de relation et de circulation qu'on pourrait retrouver à d'autres époques, par exemple potentiellement dans le contemporain, enfin voilà, c'est-à-dire en fait, et que en fait, qui trouverait une expression particulière à certaines époques, dans lesquelles il y a une floraison de la tragédie, voilà, et qui pourrait précisément justement donner lieu à une richesse, une nouvelle richesse, une nouvelle impulsion, voilà, selon des époques différentes. Voilà, c'est une question que je me posais. Où est-ce que c'est un dispositif, enfin, un mode de relation qui est spécifique au théâtre de la Renaissance? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, tu es très clair. Je sais pas Bon. Alors, d'abord, en fait, il y a une singularité de ce dispositif parce que ces figures paradoxales, ces présences, ça, j'ai vraiment l'impression que il y en a beaucoup moins après, dans la suite du XVIIe siècle, disons. Il y a encore, chez Hardy, par exemple, Alexandre Hardy, qui écrit au début du XVIIe siècle, il y a encore ce type de figure. Mais après, c'est plus tellement présent. Les personnages sont caractérisés, on retrouve plutôt l'idée qu'il faut que les caractères soient constants, qu'ils soient toujours les mêmes, etc. Donc,
ce type de dispositif ou de médiation ou de figure me semble propre à ce moment-là, mais peut-être qu'on peut en retrouver pour le coup dans le théâtre contemporain. Mais en revanche, le principe de dialogue, de relation, euh, la façon aussi dont la tragédie est un des espaces où on travaille sur l'idéologie théologico-politique, en fait, hein, qui domine tout l'Ancien Régime en réalité. Ça, on le retrouve aussi au XVIIe, aussi tardivement dans le XVIIe siècle. Enfin, la tragédie a été un espace, en tout cas, il me semble qu'on peut faire ce type d'analyse sur beaucoup de pièces, y compris jusqu'à la fin du XVIIe et peut-être même encore un peu au XVIIIe, a été un dispositif euh, d'élaboration, d'exploration, des mutations des imaginaires de la royauté, en fait, dans un moment où on met en place l'État moderne, où on change complètement de représentation de la place du roi, de ce lien évident entre Dieu et le roi, en fait, se craquelle de plein de façons. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu de la tragédie. Et donc, ça prend des formes éventuellement différentes, mais ça se retrouve. Après, tu proposais donc de faire un lien avec le contemporain et je pense que en fait cette façon d'essayer de projeter ce qu'était la représentation de ces tragédies renaissantes et comment ces présences concrètes de corps qui incarnaient ces figures pouvaient agir sur les spectateurs de l'époque. Moi, je la pense depuis des expériences de théâtre contemporain. Enfin, j'essaye, hein, je sais ce que ça a d'expérimental, évidemment, hein, mais donc, oui, je pense que ce principe de figures et de corps qui sont symboliques et qui sont traversés de tensions, j'ai pas d'exemple à donner là, mais je pense que oui, ça existe dans la performance contemporaine, très certainement. Et donc, elle éclaire aussi d'une certaine façon cette théâtralité plus que la tragédie du XVIIe siècle régulière, Oui, oui. à C'est-à-dire qu'il certains y a égards. ça forme des circulations en fait qui sont pas forcément les circulations de l'histoire Voilà. linéaire Oui, de qu'on la peut voilà chronologie. exactement qu'on peut construire quoi. Alors j'ai d'autres questions mais je sais pas si non donc alors en fait justement dans ces circulations non linéaires parce que sur le théâtre de la Renaissance notamment, comme tu as beaucoup parlé quand même aussi justement du corps éloquent, et donc du coup je pensais aussi à l'éloquence, puis tu as pensé aussi, parlé aussi du débat qu'il y a eu sur le théâtre de la Renaissance pour savoir si c'était joué ou pas joué, je me disais, je m'interrogeais sur le prisme du théâtre latin, enfin le prisme de Sénèque, par rapport à justement ce regard sur la tragédie grecque ou cet usage de la tragédie grecque que peuvent avoir en fait les auteurs de la Renaissance. C'est-à-dire dans quelle mesure ça passe via Sénèque et voilà, de quelle manière il peut être convoqué, il peut jouer un rôle justement dans cette circulation. Sénèque, c'est la source principale. Hein, Voilà, ouais. il a beaucoup plus, on a beaucoup plus imité Sénèque que les tragiques grecs à la Renaissance. Et bon, il y a une thèse magistrale de Florence de Queigny sur ce sujet que tu connais peut-être et que beaucoup connaissent certainement. Donc c'est sûr qu'il joue un rôle. Et d'ailleurs, enfin, en fait, la question qu'on peut se poser, hein, qui est un peu peut-être à l'horizon de ce que je dis là, c'est est-ce que ce lien que je fais, enfin, en fait, j'ai l'impression que la lentille des, ceux que j'appelle les anthropologues de la tragédie grecque éclaire la tragédie du XVIe siècle, en tout cas qu'on peut les lire en posant les mêmes questions. Pour autant, je ne dis pas que c'est la tragédie grecque qui a produit cette tragédie française-là, enfin que eux se sont inspirés, qu'ils ont repris, qu'ils ont lu comme ça la tragédie grecque. Je ne pense pas en fait que ça vienne de la tragédie grecque. Non, Enfin, c'est en tout l'idée, cas, la c'est une manière dont question. ça nourrit, en fait, dont ça nourrit, dont ça constitue aussi une part du dispositif, en fait, et parce que voilà, enfin, comment on peut croiser aussi tout ça, et avec le fait aussi que dans les anthropologues contemporains, enfin, on pense à Florent Dupont, il y en a aussi qui travaillent sur Sénèque, donc Bien là-dedans, sûr. il y a aussi, dans cette circulation, en fait, Bah, voilà, il me semble que c'est un point aussi, enfin, un élément, enfin, un point qui peut aussi interférer. c'est-à-dire qu'ils reprennent donc énormément
non seulement les pièces de Sénèque, mais même quand c'est pas du tout sur les mêmes sujets, le type de figure, hein, les furieux sont là régulièrement. Il y a des vers de Sénèque dans des tragédies qui n'ont rien à voir a priori avec une source sénéchienne. Enfin, tu veux dire quelque chose, Maxime? Oui, non, en fait, et enfin, je suis le fil de Claire sur la question de Sénèque. En fait, quand je t'écoutais, j'étais très content que tu nous présentes un exemple très concret parce que on voyait vraiment comment ça fonctionnait. Non, j'étais très frappé par ce fantôme de Patrocle, parce que étant habitué aux fantômes grecs et aux fantômes romains, c'est toujours des fantômes de la vengeance, toujours des fantômes qui vont déchaîner le fureur, et puis surtout qui réactivent la mémoire sans arrêt. Et le fait, par exemple, je travaille sur le fantôme de Tantin d'Antieste, il y a pas de l'été précisément. Et j'étais très étonné de cette présence de l'oubli qui surgit comme ça, comme une forme de réponse peut-être aux fantômes sénécains. Et je me disais, puisque tu parlais au début de singularité à comprendre, je me suis dit, ah bah tiens, Tout une à belle fait. singularité là que je ne comprends pas, qui semble être une forme de réaction ou d'invention par rapport à autre chose. Donc, non, je voulais Non, mais tu as avoir une raison. question. Non, mais t'as raison. Enfin, ça ajoute de l'eau à mon moulin. Donc, je te remercie de. J'avais pas formulé les choses comme ça, mais c'est effectivement, c'est une autre de ces irrégularités ou de ces étrangetés. C'est-à-dire, il reprend un dispositif, mais il le modifie et il introduit précisément cette notion d'oubli qui me semble au travail dans toute la tragédie, quoi, et qui revient ensuite. Et c'est celui qui enjoint à l'oubli, alors que d'habitude, c'est précisément la fonction contraire qu'on laisse Voilà, en et qui semble presque contagieux, c'est-à-dire on a une sorte de force amoureuse, ben, alors que d'habitude, ce qui est contagieux, c'est le fureur. Mm, Donc on a une sorte de force contraire qui mm, semble mm, agir ici. mm. Elle se Tout- retrouve à d'autres niveaux, avec d'autres figures, ou d'autres... Parce que Tu veux dire dans d'autres pièces dans ou... d'autres pièces, ou sous Enfin, d'autres formes. Là, il y a le ça, fantôme, un fantôme pacifique, c'est quand même, mm. je trouve, assez troublant. C'est assez... Enfin, je pense que c'est assez rare, hein. C'est vrai que... les fantômes, en général, je sais pas, dans l'Agrippine de Cyrano de Bergerac, par exemple, c'est aussi un fantôme qui invite à la vengeance. Il y a Alors, la Cléopâtre captive de Jodelle commence par une apparition du fantôme d'Antoine. Je regarde Marie qui doit se souvenir très très bien de ce début de la tragédie. Euh, Et il me semble que ça convainc Cléopâtre plutôt de se venger, justement. Enfin, que ça a plutôt une fonction d'appel à la haine. Et là, tout d'un coup, c'est pas extrêmement présent dans mon esprit, mais il me semble pas du tout que ce soit un fantôme apaisant. Non, je pense que c'est rare, hein, tu as raison, c'est tout à fait Et en même temps, singulier. il est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'il prend un peu on a l'impression d'entendre la voix de la nourrice ou la voix du courtisan qui Oui, dit non, non, calme-toi. du sage Et justement, conseiller c'est une hybridation entre entre les figures. plusieurs types de figures. Enfin, Tout c'est à très fait. troublant, mais c'est C'est curieux lui de qui savoir. appelle à la prudence et à la raison. Tout à fait. Merci. Je trouvais que c'était une belle anomalie. Tout à fait. À Mais c'est une pièce qui est vraiment c'est amusante à analyser parce que justement, elle invente complètement l'histoire, quoi, la narration. Moi, je connais aucune autre tragédie qui raconte ça. Et en même temps, elle se nourrit évidemment de plein de sources et de formes, mais qu'elle dispose à sa façon et d'une façon qui est assez signifiante et cohérente, quoi, dramaturgiquement. Et juste pour rebondir sur Sénèque et peut-être changer un peu la question sur le plan presque épistémologique, j'ai l'impression que, parce que tu décrivais de l'histoire des lectures de la tragédie renaissante était extrêmement tributaire en fait de l'histoire des lectures de la tragédie de Sénèque. Alors je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne, mais tout ce que tu disais de la manière de lire la tragédie renaissante, c'est la manière dont on a lu Sénèque pendant des siècles. Et du coup, est-ce que c'est grâce, d'une certaine manière, aux relectures anthropologiques de Sénèque, enfin, est-ce que c'est encore une fois une manière d'être tributaire de la lecture de Sénèque, de dire, ou est-ce qu'on peut s'arracher enfin aussi
parce que je sais que le modèle sénécain est prégnant, mais malgré tout, ce sont des objets très différents. Enfin voilà, c'est une des de méthode. Voilà. Bah, je pense que, en tout cas, c'est sûr que l'hypothèse selon laquelle la tragédie n'aurait pas été jouée, etc., elle vient de ce qu'on pensait de Sénèque, hein, ça c'est certain. Je pense que les débats sur, donc voilà, la fin de ces débats et l'affirmation qu'elle avait été jouée n'est pas tributaire des travaux anthropologiques sur Sénèque ou des autres façons de lire Sénèque, parce que c'est vraiment lié à la découverte d'archives. On a trouvé des répertoires de troupes ambulantes qui jouent ces pièces, donc on a pu dire elles ont été jouées, quoi. Donc voilà. Mais en revanche, je pense que, en effet, plus peut-être que les anthropologues du théâtre grec sur lesquels là je me suis appuyée, les relectures du théâtre de Sénèque, notamment par Florence Dupont, ont certainement influencé la façon dont on a travaillé sur la tragédie renaissante. Parce que justement, on a davantage lu Sénèque parce que c'était et on s'est davantage intéressé aux lectures de Sénèque parce que c'était Sénèque la source principale. Et donc, c'est une hypothèse intéressante, quoi. Il faudrait croiser les dates, etc. Mais c'est possible, en fait, hein, que ça ait eu ce type d'influence plus ou moins consciente, d'ailleurs. Ça a quand même, enfin, c'est intéressant de se dire que les travaux sur le théâtre antique, finalement, déplacent les questions, les regards qu'on porte sur des répertoires comme ça qu'on a lus aussi à la fois à l'aune du théâtre du XVIIe siècle et finalement aussi à l'aune du théâtre antique parfois ou du théâtre de Sénèque. Et inversement, je trouve que les travaux sur le théâtre de la Renaissance déplacent aussi notre regard sur la tragédie antique parce que déplacent par exemple les canons, c'est plus du tout les mêmes canons que les nôtres, et donc permettent aux contemporains de relire d'autres tragédies grecques que celles qu'on lit toujours. Enfin, c'est aussi ça dans les corpus renaissants. C'est vrai. Même si je crois que les études sur le théâtre de la Renaissance ont moins d'influence en général que les travaux sur la tragédie antique. Mais oui. Et puis ça peut même laisser imaginer des tragédies qu'on n'a pas. Et puis il y a la question commune de retrouver la performance. C'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé quand même au départ, mais la question commune de retrouver une performance dont on n'a gardé que très peu de traces. Donc voilà, il y a un enjeu en fait aussi commun de ce point de vue-là, enfin, et du point de vue de l'imaginaire aussi qu'on peut porter sur ces théâtres-là, qui sont moins codifiés peut-être et qui laissent une ouverture et qui du coup en même temps laissent, enfin, nous incite à avoir des constructions pas forcément communes, mais parallèles, similaires. Enfin bon. Et c'est vrai aussi que ce renouvellement de la lecture, ce renouvellement de l'intérêt aussi simplement pour ce théâtre de la Renaissance a aussi fait apparaître d'autres corpus au sein même de ce théâtre. C'est-à-dire que bon, on connaissait Garnier, Jodelle, mais finalement on a aussi mis au jour l'existence de tragédies. Alors là, je pense en particulier au volume qui a été dirigé par Christian Biet sur théâtre et récit de la cruauté, là, hein. Donc ce théâtre extrêmement spectaculaire, qui n'est pas du tout un théâtre de la parole, où il y a des scènes de bataille, des assauts, des personnages qu'on jette du haut d'une tour. Enfin, il y avait, voilà, il y a des textes qui impliquent une représentation, en fait, c'est pas possible autrement. Et puis, on a des traces de décors, etc., qui montrent qu'en fait, voilà, on jouait ça avec des décors en verticaux où on pouvait il pouvait y avoir une toile peinte avec une muraille et puis derrière des praticables et des gens qui montaient et on se parlait d'en haut et du haut de la muraille vers le bas. Et donc, voilà, il y a des naufrages, il y a des choses comme ça qui étaient représentées sur scène avec évidemment des toiles, etc. Mais, donc, il y a un théâtre très différent du théâtre de Garnier, par exemple, qui est composé à peu près à la même époque, enfin, plutôt à partir de 1580, un peu plus tard, mais euh, donc ce théâtre de la Renaissance, on en avait aussi une image assez limitée, comme sans doute on a une image réduite du corpus de la tragédie grecque, hein, mais c'est vrai que les choses, tous les déplacements déplacent aussi, aussi les pièces auxquelles on s'intéresse, et donc la vision du théâtre elle-même globalement se complexifie, quoi, beaucoup.
Et justement, au sujet de la performance, je me demandais si tu avais aussi étudié les mises en scène des pièces antiques elles-mêmes, justement au XVIe siècle, et comment elles pouvaient être pensées dans ce contexte-là. Et par ailleurs, tout ce que tu disais résonnait beaucoup avec ce que j'avais pu étudier sur Jocaste, justement, qui est une figure assez proche de Priam, qui est une figure politique, qui est une figure féminine, mais qui va vraiment incarner un double de Catherine de Médicis, une figure de paix. Donc Oui. je me suis dit qu'il y avait beaucoup de liens à faire avec cette pièce que je ne connaissais pas du tout. Si vous pouvez leur faire découvrir. Oui, bah moi, je serais ravie de lire tes travaux sur Jocaste davantage parce que je pense que ça doit rejoindre aussi beaucoup, effectivement. Enfin, de toute façon, toutes les pièces de cette période, si on commence à les lire comme ça fonctionne, moi, je trouve. Donc, bon. Alors, il n'y a pas de représentation à proprement parler, de mise en scène à proprement parler de tragédie grecque au XVIe siècle. Enfin, là, je me tourne vers une plus grande spécialiste que moi des mises en scène du théâtre grec. Il y a des... Alors, comment appeler ça? Des traductions, adaptations, réécritures, mais qui ne sont pas à proprement parler pensées comme des mises en scène de la tragédie grecque, comme ça va arriver au XIXe siècle, quoi. Donc, je sais pas, la Médée de la Péruse, est-ce que c'est vraiment une Médée En fait, ce sont toujours des réécritures, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'écart entre, même s'il y a chez Garnier, là, dans la Troade, il y a des passages qui sont quasiment traduits, mais en fait, non, ils sont. Je vous ai montré juste ce petit passage. En fait, tous ces petits écarts, ça modifie complètement la dramaturgie. Et voilà, exactement. Ouais. Des inserts et des choses. Et Antigone, elle signifie pas du tout la même chose chez Garnier que chez Sophocle. Il me semble souvent enfin, dans les paratextes, qu'il y a des interrogations sur la performance. C'est ce qu'avait montré Zoé Schweitzer et le volume là, sur les paratextes. Et je crois que c'était Jean-Luc Clochard, enfin, auquel tu as participé, auquel a participé Marie. Voilà. Et donc, en fait, sur les traductions. Oui, et sur les commentaires et sur les paratextes. Et on voit justement un imaginaire de la performance qui commence à se mettre en place, en fait. Voilà. Et justement, et qui pourrait justement être mis en parallèle avec cet imaginaire de la performance qui peut traverser aussi les écrivains dont on parle. Enfin, pour avoir justement, pour reconstruire en fait l'imaginaire qu'on pouvait avoir au XVIe, parce qu'il existe malgré tout. Enfin, oui, et c'est vrai que même si ça c'est représenté, pardon. Ouais. Non, mais c'est très intéressant les paratextes, effectivement, parce que par exemple, il y a Jacques Grévin écrit un César en 1561 que les connaisseurs de la tragédie du XVIe connaissent forcément, hein. Et il écrit dans son avant-propos, je ne sais plus comment il l'appelle exactement, que en fait, il n'a pas trouvé, il n'a pas vraiment compris pourquoi les Grecs font des chœurs de personnes comme ça qui n'ont rien à voir avec l'action. Donc lui, il a décidé d'en faire des chœurs de soldats de César parce que c'était cohérent avec l'histoire, quoi. Et donc, on sent qu'il a un souci de la vraisemblance et que pour lui, sur la scène, il faut qu'il se pose la question de savoir ce que ces gens vont faire sur la scène, quoi. Quelle justification on peut donner à leur présence là. Donc, il garde le cœur encore, qui va disparaître au début du XVIIe siècle, mais il commence à s'interroger sur sa fonction. Et ça, si on n'avait pas ce paratexte, on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'on n'imagine pas qu'ils se posent ces questions. On pense au départ. Je pense aussi au prisme latin, du coup. Parce que ils lisent les traductions latines. Enfin, donc voilà, il y a aussi ça. Enfin, dans la potentielle reconstruction, voilà, enfin, qui, malgré tout, indépendamment de la question des sources, c'est toujours pareil, indépendamment de la question, voilà, de la source, mais la manière dont il y a une mise en forme du modèle, d'un modèle voilà, d'une disposition du texte, une mise en forme des émotions, une mise en forme, enfin, voilà, à travers le prisme latin, je pense que ça peut être aussi des éléments. Voilà, À travers le prisme des traductions latines, tu veux dire. Oui, qu'ils lisent. Il y a aussi des traductions françaises. Oui, mais bon, voilà. Oui, oui, tout à fait. Pour le cœur, à la traduction d'un simple bail. D'Electre. Et le cœur apparaît dans la liste des dramatistes nationalistes comme un personnage à part entière, pour le nom de. Non, je dis qu'il n'existait pas dans ce cas dans si, dans la Sainte-Maïf, il apparaît comme chorus, et donc c'est une espèce de personnage presque singulier qui dit tout le temps. Donc,
Donc, il n'y a pas vraiment de prise en compte de sa spécificité chorale, justement. Il est allié sur le personnage. Et chez Bochtel, il est aussi dans la liste de personnages, mais cette fois-ci, donc on est 13 ans plus tard avec Bochtel, cette fois-ci, il dit parfois nous, enfin, il est décrit comme un personnage collectif, et en plus, il parle en verbométrique. Enfin, il y a une prise en compte de sa spécificité qui apparaît chez Bochtel et qui n'est pas chez Lazare de Belleville. Donc, je sais, enfin, il s'en explique jamais, hein. Enfin, il n'y a pas de paradoxe, hein, Mais on peut l'observer. on peut observer la forme du texte. Ouais, ouais. C'est intéressant. Et après, dans les traductions du 18e, alors là, on voit il y a une inflation de commentaires et donc on commence à voir apparaître tout ça, mais c'est vrai que c'est déjà présent dans les premières traductions. Et puis, en fait, après, il y a quand même une grande éclipse de la traduction, quoi. Donc, en réalité, il y a ces premières traductions et puis après, toute fin 17e, mais entre les deux, ça n'intéresse plus. Docteur, il y a sans doute des questions dans la salle, ou dans la salle virtuelle ou dans la salle qui est là. Donc, j'ai circulé un petit papier qui vous a indiqué vos mails. Je vois pas de main dans la salle virtuelle. Ah, Très bien. oui, On a commencé à l'heure. la séance à l'heure. Si vous avez une question qui vous taraude, c'est le moment ou jamais. Hein. Il sera trop tard. Je serai quand même disponible pour discuter avec les gens après s'ils veulent, hein. Merci à vous. Peut-être avant de fermer la prochaine séance sera avec Julia Sissa le 2 juin. J'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. De toute façon, vous recevrez toutes les informations par Cassandre, enfin, par la liste de diffusion ATE grâce à notre secrétaire. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir.